Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire réalisé par le Pôle Finance Innovation sur réaliser la digitalisation de ces produits d'assurance. Juste pour rappel, voilà, qui sommes-nous? Finance Innovation, c'est un pôle de compétitivité en France dédié vraiment au secteur de la finance, créé en juillet 2007 par l'État français en partenariat avec la place financière de Paris, bien sûr. Il fédère un peu l'écosystème des acteurs de l'écosystème financier, donc tout ce qui est institutions financières, grandes entreprises, les académiques, les grandes écoles, tout ce qui est laboratoire de recherche, public et privé, mais aussi, bien entendu, les startups et les fintechs qu'on a autour de nous aujourd'hui, en vue de vraiment d'encourager la création de projets collaboratifs innovants et d'accélérer un peu la compétitivité de la place financière et la croissance des entreprises, bien entendu, et de toute taille, et la création d'emplois en France à travers le monde, bien entendu. Nos missions au sein du pôle finance innovation, c'est d'identifier un peu sur tout le territoire français les projets innovants, que ce soit en finance, en assurance, portés vraiment par des fintechs ou bien vraiment des grandes entreprises qui encouragent un peu les synergies par la création de projets collaboratifs. C'est un écosystème qui est fédéré par 600 membres aujourd'hui au sein du pôle à travers 6 filières, donc l'assurance, la banque, les métiers du chiffre et du conseil, la gestion d'actifs, l'immobilier ainsi que la finance solidaire et durable, avec des startups, des fintechs, des TPE, des PME bien entendu, des ETI, des grands groupes financiers, des ESN, des cabinets de conseil. Voilà. Enfin, voilà. Et un des axes principaux du pôle finance innovation, c'est un peu d'animer cet écosystème. Et en cette raison, donc, on réalise ce webinaire sur réussir la digitalisation de ces produits d'assurance. Vraiment, au-delà des applications mobiles et de l'apaisation et de la distribution, l'assurance contextuelle et paramétrique revisite un peu cette conception de produit et ouvre un peu des nouveaux horizons pour répondre aux enjeux de la digitalisation de l'assurance en apportant un peu cette transparence, cette confiance et cette personnalisation aux consommateurs. La modératrice de ce webinaire sera Yael Bergabel, donc directrice conseil assurance au sein de KPMG. Bien entendu, ce webinaire sera animé par Atos, KPMG, Descartes Underwriting et Mutual Internet, représenté par Franck Coinon, Cédric Sahu et Violaine Rebaud. Je laisse maintenant la place à Yael pour modérer ce magnifique webinaire. Merci beaucoup. Yael, c'est à toi. Ah, j'ai perdu Yael. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer avec Cédric, du coup, je crois. Hop. Je pense que oui, Peter, on voulait commencer en fait ce webinaire avec par parler en fait des nouveaux usages en termes de digitalisation. Oui, vas-y, du coup. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un fort impact du contexte actuel en fait et de la crise sanitaire sur les besoins de digitalisation, avec l'émergence de nouveaux enjeux en fait de résilience. Donc une résilience en fait qui se traduit par deux grandes tendances. La première chose, en fait, c'est un besoin de protection renforcé par rapport en fait aux nouveaux risques. Donc le contexte actuel en fait est beaucoup plus anxiogène et du coup il y a un besoin en fait des clients qui est plus fort en fait de se protéger. Donc ça peut être en fait par rapport à je sais pas aux événements climatiques, ça peut être en fait par rapport à des voyages, par rapport à des assurances annulations, mais ça peut être aussi par rapport à l'évolution des besoins assurantiels et ça peut se traduire notamment par un changement d'utilisation en fait des voitures, notamment dans un contexte en fait de confinement. Donc ça c'est une première dimension par rapport à l'impact de la crise sanitaire, la protection face aux nouveaux risques. Et il y a une deuxième dimension en termes de digitalisation, c'est le fait de pouvoir continuer à servir en fait ses clients dans un contexte de distanciation sociale. Et ça a pour conséquence que de plus en plus d'actes de gestion sur la chaîne de valeur assurantielle doivent être réalisés avec le digital. Donc, et ce pour pallier l'absence en fait de contact en agence physique. Voilà. Donc, c'est les deux grands points qu'on voit par rapport à l'accélération de cette digitalisation en fait dans le domaine de l'assurance. Oui, merci Franck. Je peux enchaîner. En effet, c'est intéressant de regarder un peu dans le rétroviseur et de se dire qu'est-ce qui finalement amène ce besoin de digitalisation. Si on le regarde avec un prisme client, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet des nouveaux besoins autour de services numériques.
avec cette nécessité d'avoir accès à tout très vite, à des offres personnalisées. Sont aussi les nouveaux usages qui sont incarnés par la nouvelle économie et puis les nouveaux risques qui vont avec, tu t'en parlais à l'instant, ce qui est évidemment un point important pour les assureurs et les nouveaux risques et ce besoin de traiter de l'information plus vite pour pouvoir apprécier au plus juste ce risque. Pour donner des exemples concrets, essayer de regarder ce qui a été cette révolution accélérée en termes d'usage. D'abord, évidemment, on ne peut pas ne pas citer l'essor de l'e-commerce. C'est quand même la révolution de ces dernières décennies avec une croissance soutenue, plus de 20% pendant plus d'une décennie, d'année en année. C'est aussi une façon de consommer différemment. On parle d'économie de l'usage, on parle d'économie de l'abonnement au détriment de la propriété. On a besoin de ne pas être contraint et de s'acheter des services. C'est ce marché de la seconde main qui prend une dimension extrêmement importante aujourd'hui, l'achat d'occasion. Et puis la gig economy, l'usage des VTC, de la livraison, les plateformes collaboratives. Tout ça a été cette forme de révolution accélérée qui a eu un impact extrêmement fort sur les clients. C'est vrai dans des domaines encore plus fréquents au quotidien, sur la façon de payer, c'est la digitalisation des moyens de paiement, les wallets, le paiement avec des objets connectés. Et puis, tu parlais de la mobilité, c'est vrai aussi en effet, pour se déplacer, c'est l'avènement des nouvelles mobilités urbaines, du covoiturage ou des VTC. Donc, vous voyez que dans notre vie quotidienne, en fait, on a aujourd'hui des usages qui sont très, très différents de ceux qu'on avait par le passé. Et ce qui est important, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, ce qui est important, c'est que ces nouveaux usages ont instauré des nouveaux standards. Et des nouveaux standards en termes de simplicité, d'instantanéité. On parle de l'ère du one-click. C'est vrai dans votre quotidien. Refaites-vous un parcours quotidien de votre vie. Vous verrez que quand vous achetez sur Fnac.com, quand vous commandez votre Deliveroo, quand vous commandez votre Uber ou vous envoyez un Lydia, vous avez en permanence cette capacité à le faire en un clic. Donc voilà, ces nouveaux usages-là se sont imposés et se sont imposés aussi évidemment dans le domaine de l'assurance. Yael, est-ce qu'on t'a récupéré? Yael, t'es en mute en fait, je pense, Yael. Du coup, Violaine, est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter par rapport un peu à ce qu'a dit Cédric? Oui, alors donc, moi je suis Violaine Rebaud, donc je travaille chez Descartes Underwriting où on conçoit des nouveaux produits d'assurance paramétrique pour les grandes entreprises. Donc, et c'est des produits d'assurance paramétrique qui sont essentiellement axés sur les risques climatiques et émergents. Donc, mon angle de vue est orienté vraiment vers le B2B et vers l'assurance des grands risques et des entreprises. Ceci dit, c'est pas pour ça, et c'est pas parce que c'est des grands risques et que c'est de l'assurance commerciale qu'ils doivent être laissés sur le bord de la route de la digitalisation et de la modernisation des produits d'assurance. Et c'est vrai qu'à travers ce que Franck et Cédric ont expliqué, on voit que la digitalisation vient complètement transformer la vie au-delà du secteur de l'assurance dans le retail. Mais il ne faut pas oublier que c'est la même chose pour les grandes entreprises et qu'elles aussi veulent bénéficier de tout ce que peut leur apporter le numérique aujourd'hui et les nouvelles technologies. Alors, comment est-ce que ça se traduit pour les entreprises? Ça se traduit de 4 façons principalement. La première façon, c'est que ce concept d'avoir des produits vraiment sur mesure qui sont exactement faits pour leurs risques et qui sont au juste prix, c'est pas quelque chose qui est réservé au retail ou dans une certaine mesure aux PME parce qu'elles aussi bénéficient de ce type de nouvelles technologies. C'est quelque chose dont veulent aussi bénéficier les grands risques. Une grande chaîne logistique va vouloir que les caractéristiques exactes de sa chaîne logistique soient prises en compte dans son assurance. Un groupe hôtelier va vouloir payer le prix exact par rapport à là où est situé son risque et pas forcément payer le risque des autres. Donc voilà, avoir un produit qui soit vraiment sur mesure, c'est aussi quelque chose que veulent les entreprises dans leur assurance. La deuxième chose, c'est que
on en a parlé, les individus en retail, on veut des produits qui soient simples, qui soient transparents. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui parle beaucoup aux entreprises aujourd'hui dans leur assurance, d'avoir un produit qui soit simple, qui soit transparent et qui fasse pas 100 pages de contrat où on comprend pas exactement, c'est un petit peu black box contre quoi on est couvert et contre quoi on n'est pas couvert. Donc ça aussi, c'est un apport des nouvelles assurances et c'est un apport de la simplification du parcours client qu'on peut apporter en assurance paramétrique, et on reparlera plus tard de comment est-ce que ça se traduit. Une troisième chose, c'est l'optimisation des coûts, parce qu'en supprimant complètement les coûts de friction, on arrive à optimiser les budgets. Alors c'est un nouveau besoin d'avoir des coûts optimisés pour le retail, évidemment, mais pour les entreprises qui traversent une crise économique sans précédent. Elle a eu un précédent, mais c'est la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très difficile pour les entreprises. Donc, optimiser les coûts, ça devient un nouveau besoin. Et là aussi, en supprimant les coûts de friction et en ayant des produits complètement sur mesure, on répond à leurs besoins. Et un quatrième besoin, mais qui est aussi lié au contexte que l'on traverse, c'est des besoins de produits qui payent très vite et qui donnent du quick cash, une espèce de capital résilience qui leur permettent de se remettre à flot après un événement. Donc voilà, ça c'est l'angle du B2B sur ce sujet des nouveaux usages et des nouveaux besoins. Il est vraiment sur comment est-ce que moi, entreprise, j'ai un produit grâce aux nouvelles technologies qui est sur mesure et au prix juste. J'ai un produit qui soit simple et transparent. J'ai un produit qui permette d'optimiser les coûts. Et j'ai un produit qui permette d'avoir de la trésorerie rapidement en cas de problème. Et ces quatre caractéristiques-là, elles sont nécessaires pour restaurer la confiance des entreprises dans leur assurance, qui, on le voit dans la presse tous les jours, a été très fortement émoussée suite à la crise du Covid, où malgré tout ce qu'ont fait les assureurs, qui ont été quand même aux premières lignes dans la crise, il y a eu des surprises sur les contrats, des clients qui pensaient être couverts en cas de pandémie, mais en fait, ils avaient une garantie épidémie et non pas pandémie. Donc, voilà, il y a eu une crise de confiance qui s'est instaurée, et je suis convaincue que dans le retail comme dans le B2B, ce nouveau besoin de confiance, il est accru, il devient en numéro 1 des priorités, et qu'une simplification du parcours client va permettre vraiment de restaurer la confiance. Une question, Yael ou Peter, vous voulez peut-être la louer à quelqu'un? Juste, oui, par rapport aux questions, on va plutôt faire le déroulé un peu du programme, et on va répondre aux questions à la fin. On va laisser une vingtaine de minutes aux questions, c'était juste pour rappel. On va plutôt commencer sur le déroulé et plutôt passer, je crois, au cas numéro 2. Je ne sais pas si Yael, tu nous entends et que tu es présente. En tout cas, moi, je vais parler plutôt des assureurs face à la digitalisation et poser une question à Athos, justement, à Franck. Aujourd'hui, comment le secteur de l'assurance a-t-il fait face vraiment à l'essor du digital? Alors, par rapport à cette dimension-là et par rapport à la réaction, on va dire, des assureurs face au digital, il y a finalement un certain paradoxe, puisque on sait qu'il y a eu énormément en fait d'initiatives qui ont été menées depuis 2015, et pour autant en fait on a des résultats qui sont relativement mitigés par rapport en fait à la présence sur le digital et aux revenus qui sont réalisés sur ces produits-là. Alors les initiatives, on les connaît, hein, c'est le lancement en fait d'applications mobiles. C'est la digitalisation en fait des actes de gestion, et sur ce point-là en fait sur les derniers mois les assureurs ont fait en fait beaucoup de progrès. Mais il y a également en fait tout le travail sur la modernisation en fait des systèmes legacy, avec un renforcement des initiatives liées à l'APIisation en fait des systèmes d'information pour pouvoir mieux partager les données. Pour autant, on en est en fait encore au début, notamment sur cette dimension. Et en fait, en termes de résultats, pourquoi en fait c'est mitigé, c'est que l'expérience client aujourd'hui, en fait, elle a progressé,
mais elle reste très loin des attentes aujourd'hui en fait des consommateurs, et notamment en termes d'expérience qui est proposée par les plateformes en fait digitales. Donc il y a encore effectivement beaucoup de progrès à réaliser. Et en fait, ce qu'on constate, c'est on constate des écueils en fait à plusieurs niveaux. Et le principal, c'est le fait que les initiatives en fait de digitalisation, pour le moment, ont plutôt concerné en fait des produits existants qu'on a essayé de mettre en fait sur des canaux digitaux, plutôt qu'en fait que le fait que de repenser en fait des produits pour pouvoir adresser spécifiquement en fait ces canaux. Voilà, donc ça souvent ça posait des problèmes, notamment en termes d'adaptation du parcours client, en termes d'instantanéité. Donc ça, c'est un premier écueil. Ensuite, ce qu'on constate, c'est également un manque de flexibilité dans l'adaptation des services. Donc, l'adaptation des services, c'est-à-dire la capacité à pouvoir changer la configuration d'un produit rapidement, ajouter une nouvelle garantie ou lancer en fait un nouveau produit pour s'adapter en fait à la demande. Et ça, c'est lié souvent à des problèmes, à des systèmes d'information en fait qui sont monolithiques et qu'il est compliqué en fait de changer, relativement coûteux et surtout ça prend beaucoup de temps et trop de temps par rapport en fait à l'attente des consommateurs. Et le dernier élément peut-être, c'est plus par rapport à l'instantanéité dont je parlais, c'est l'accessibilité en fait à la donnée pour pouvoir fournir des informations en temps réel. Lorsqu'il y a une demande de devis, des questions pour les contrats, on est là sur une logique où on est très proche en fait d'une transaction et on se doit de réagir en temps réel, d'avoir en fait le même type d'expérience sur l'assurance. Donc des interactions avec les systèmes d'information des courtiers en fait et des assureurs qui doivent être en temps réel. Voilà pour les principaux points en termes que je vois à mon niveau en fait, Peter. Merci beaucoup en tout cas Franck. J'ai une question pour Mutual Insurance. Donc l'innovation digitale, pourquoi faire déjà d'une part, et surtout les axes de stratégie à adopter adoptés par les assureurs. Quels sont justement ces axes stratégiques? Ouais, alors c'est vrai que vous l'avez compris, il y avait quand même cette nécessité de s'adapter. Il y a eu de véritables efforts qui ont été faits, notamment assez tôt par les assureurs. Je me souviens que les assureurs ont fait partie des premiers acteurs à nommer des CDO, des Chief Digital Officers, avec cette croyance peut-être que digitaliser un secteur ou une entreprise pouvait reposer sur les épaules d'une personne, ce qui s'est avéré ne pas être suffisant. On ne pouvait pas confier, d'ailleurs ces rôles aujourd'hui sont beaucoup moins à la mode. Le digital, c'est l'affaire de tous, c'est pas simplement d'un homme qui va tâcher de révolutionner une entreprise et l'expérience qu'on va faire vivre à ses clients. Mais il y a eu cette forme de réaction, donc avec la création, et Franck le disait, d'applications, de sites web, et cette volonté de finalement reproduire des parcours qui n'étaient pas digitalisés en parcours digital. Donc on a surtout traité l'UI, l'interface client. On a fait du design, donc ça a été très visible assez tôt. Mais finalement, bien qu'il y ait eu cet effort de fait sur le design, sur les parcours, qu'il y ait eu aussi cette standardisation des API qui ont permis d'accélérer la distribution de ces produits d'assurance, on a vu que ce n'était pas suffisant. Finalement, on ne venait pas disrupter le produit, c'était vraiment de la digitalisation de parcours. Donc, la stratégie à adopter, c'est de s'attacher véritablement au produit et de regarder comment, en rentrant dans l'ère du numérique, en utilisant la donnée massivement, on va pouvoir changer le produit, le design du produit, l'expérience client. Nous, c'est notre conviction, en tout cas, chez Moonshot Assurance, c'est ce qu'on s'attache à faire, c'est-à-dire de reprendre un produit, et Violaine le décrivait, et en utilisant la donnée, de pouvoir proposer aux clients une expérience différente à différents moments, à la souscription évidemment, mais au moment de l'indemnisation, en récupérant de la donnée qui vont automatiser la gestion des sinistres
Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à adresser tout le potentiel de cette ère du digital. On va le faire également dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que je fais, d'où je suis, de mes intentions, on va venir proposer des produits qui sont personnalisés. On a cette capacité de traiter de la donnée, de la traiter en temps réel dans tout un tas de domaines pour venir faire des propositions personnalisées aux clients. Violaine le décrivait, et là encore, la frontière entre le B2B et le retail est très fine. La recette s'applique aussi, évidemment. On a des données qui sont extrêmement importantes. Pour mettre fin à cette espèce de mythe du one size fits all, on ne va plus pouvoir proposer la même chose à tout le monde. En tout cas, ça ne s'entend plus, c'est plus que le consommateur attend. Voilà, donc pour le résumer, je dirais que finalement, on a cette capacité avec la donnée, la contextualisation de changer fondamentalement le produit et pas simplement le parcours, et de changer la promesse de plus simple, de supprimer les justificatifs et puis d'apporter de l'instantanéité. Je crois que finalement, c'est vraiment ce qu'attend le consommateur aujourd'hui. Bonjour à tous, désolée pour le couac technique. Du coup, Violaine, sur la partie plus B2B, comment est-ce que la digitalisation impacte le business model et notamment sur les grands risques ? Oui, merci. Alors, c'est bien parce que je vois les questions qui arrivent en direct et je pense que ça va partiellement répondre, en tout cas la première partie de ma réponse, à la question d'Antoine sur la souscription très simplifiée et donc le risque de fraude. Si je prends le cas du B2B et de ce qu'on connaît, nous, chez Descartes, donc essentiellement les grands risques, et plus particulièrement les risques climatiques, le premier impact de l'usage accru des données, il n'est pas tant sur le produit et l'expérience client. Si je remonte plus en amont dans la chaîne de l'assurance, il est dans la modélisation du risque sous-jacent. Et en fait, au contraire, avoir un usage accru de la donnée, ça limite, voire ça annihile, dans notre cas, le risque de fraude, parce qu'en fait, on se base plus sur des témoignages clients, questionnaires hyper subjectifs, avec une asymétrie totale d'informations entre l'industriel qui sait très bien si son usine se fait inonder tous les 3 ans ou que les machines sont pas du tout maintenues, et l'assureur qui n'a malheureusement que sa parole pour souscrire. On se base sur des quantités phénoménales de données, en événements naturels en tout cas. On a des sources de données satellitaires, des réseaux de capteurs connectés qui augmentent de façon exponentielle. Et donc, ça nous permet de modéliser le risque avec aucune asymétrie d'information sur des données fiables, des données qui ne vont que en s'améliorant et sur lesquelles, du coup, il y a plus de fraude possible parce que on peut modéliser le risque et les événements sous-jacents d'une façon totalement objective. Donc, je prends un exemple de ce qu'on fait pour la grêle chez Descartes. C'est un des produits sur lesquels on a le plus investi en termes de recherche. Avant, pour modéliser le risque de grêle, on avait seulement les dires des clients. Oui, ils grêlent souvent, pas souvent. Bon. Et les registres d'église ou les registres qui étaient tenus, qui disaient oui, en 1650, le curé de la paroisse a dit qu'il y avait eu une grosse grêle dans la région. Donc, évidemment, c'était pas très fiable. Et donc, le client pouvait nous raconter un peu n'importe quoi sur son risque grêle. Et on n'avait que cette information très parcellaire qui, d'ailleurs, ne marchait que là où il y avait de la population. Donc, ça marchait pas là où on a tous les actifs à risque de grêle, hein, les voitures en plein air, les vignes, les panneaux solaires, c'est pas dans les villages. Donc, voilà, on n'avait pas cette info. Et grâce à la donnée, et grâce au fait qu'aujourd'hui, par imagerie satellite, analyse de la forme des nuages par imagerie satellite, objets connectés qui vont venir mesurer sur place la taille des grêlons, donc pas possible pour le client de tricher et de se rajouter des petits sinistres. On mesure soit par radar, soit par capteur la taille et l'intensité des chutes de grêle. Ça limite énormément le risque de fraude. Donc voilà, sur je dirais le premier impact de l'usage accru de la donnée, qui est c'est ça aussi la définition de la digitalisation. Il est dans la modélisation du risque et donc dans la réduction des asymétries d'information
et la réduction du risque de fraude. Ensuite, je descends dans la chaîne de valeur de l'assurance jusqu'au client, où lui, la digitalisation va aussi révolutionner la façon dont il vit son sinistre, parce que lors de la survenance d'un sinistre, il n'y a plus aucune intervention humaine. Le sinistre est repéré 100% à distance, que ce soit un ouragan, on a la traque de l'ouragan et les vitesses de vent par imagerie satellite. Je donne l'exemple de la grêle, on a des capteurs connectés et des images radars qui nous donnent la taille des grêlons, l'intensité de la chute de grêle. Si je prends l'exemple de l'inondation, on a des capteurs connectés sur site, plus tout un réseau de monitoring des rivières quasiment partout dans le monde qui nous disent s'il y a une inondation chez le client et avec quelle hauteur d'eau. Donc, il n'y a plus du tout besoin de se déplacer et plus difficilement la possibilité de frauder aussi, puisque c'est des data third party qui ne sont pas modifiables par le client. Donc, voilà, il n'y a plus d'asymétrie d'information. Et grâce à la détection 100% à distance du sinistre, on est capable de payer le client en quelques jours, donc avec zéro coût de friction. Donc, voilà comment est-ce que la digitalisation peut vraiment impacter radicalement un produit d'assurance B2B. Donc là, je donnais l'exemple de ce qu'on fait sur les événements naturels, mais finalement, on peut décliner ça pour plein d'autres secteurs. Révolutionne et la partie assureur de souscription et de modélisation et la partie client sur qu'est-ce qui va se passer au moment de son sinistre. Et quand je dis qu'il est payé en quelques jours, on peut se dire, oui, c'est bien, si un expert était venu, il aurait peut-être mis une semaine, c'est pas non plus la révolution. Si, c'est complètement la révolution parce que sur les gros sinistres, en particulier climatiques, la durée d'indemnisation moyenne, c'est 18 mois. Donc, quand on dit qu'on paye l'assuré en quelques jours versus 18 mois, on est vraiment sur un changement d'échelle extrêmement radical pour le client. Donc, quand je disais plus haut que parmi les nouveaux besoins des clients, il y a le fait d'avoir du cash rapidement pour se remettre sur pied rapidement, là, on est vraiment dans quelques jours versus 18 mois, donc sur un changement complet de la relation du client avec son assurance. Cédric, c'est vrai que, côté retail, on sait aussi que les sinistres sont un pain point important et que c'est vraiment le moment de vérité. Souvent, le client, il n'a pas de contact avec son assureur entre le moment où il souscrit et le moment où il a un sinistre. Il est en général dans une forme de détresse et on sait que selon la réponse qui lui est assurée, dans à peu près 50-60% des cas, il choisit de changer de compagnie. Du côté de Moonshot, quelle est la promesse client en termes de gestion de sinistre ? Oui, tu as raison, c'est important, Yael, d'autant qu'on a l'habitude de dire que le sinistre, c'est le moment de vérité pour un client qui est assuré. Donc, l'expérience, c'est en effet pas simplement au moment de la souscription, c'est bien plus que ça, c'est le parcours, c'est des émotions quand on vit un sinistre et des appréciations positives à la fin. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on traite cette partie? Évidemment, d'abord en essayant de le solliciter au minimum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette capacité à détecter automatiquement des sinistres, parce qu'on a cette capacité à aller chercher de la donnée dans tout un tas de domaines, des données aériennes, des données de logistique pour suivre des colis, des données météo, Violaine en parlait, des données de résultats sportifs potentiellement, des données de trafic. Donc, tout ça nous donne aujourd'hui une capacité d'avoir une information d'un événement pour un client donné et de venir vers lui sans même qu'il ait besoin de venir vers son assureur. Et de l'indemniser automatiquement puisque finalement, on a un contrat qui était clair, qui était transparent, un événement, une indemnisation. Donc, c'est ça la promesse qu'on rend au travers d'un produit paramétrique, c'est de lui dire s'il se passe un événement, tu es éligible à une indemnisation et cette indemnisation sera automatique. Alors, on essaie d'automatiser au maximum les choses. Il y a encore quelques événements qu'on ne sait pas détecter automatiquement. Je vais reprendre un exemple de la vie quotidienne. J'ai un smartphone, j'ai assuré mon smartphone, il tombe, je casse mon écran. Je ne sais pas détecter que l'écran est cassé. Donc, quand on est dans ce cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, en utilisant la technologie, et c'est là toute la valeur des AssureTech, c'est d'aider le client à déclarer son sinistre. Et pour ça, on va vraiment essayer de considérer toute l'importance que peut avoir l'objet, un smartphone qui organise votre vie aujourd'hui
pour le client sans lui demander de l'envoyer dans un schéma traditionnel d'assureur, c'est-à-dire expertise, devis, réparation ou remplacement, être privé de son smartphone pendant une semaine, 10 jours. C'est plus possible. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas ce que l'assuré attend. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on traite les choses différemment. On demande au client de prendre une photo de son écran qui est cassé. Un algorithme détecte qu'effectivement l'écran est cassé, donne une réponse en temps réel, envoie une indemnisation pour que le client aille faire réparer son écran où il voudra, quand il voudra, en le libérant d'un maximum de contraintes. Donc voilà, je dirais deux solutions. Soit on détecte un événement et on vient proactivement indemniser le client, soit on ne peut pas le détecter, mais alors dans ce cas, en effet, on utilise de la technologie pour essayer d'amener une réponse en temps réel et de minimiser la contrainte. Merci Cédric. Tu viens de nous parler de détecter, on a parlé avant de personnalisation. C'est vrai qu'on est aussi souvent géolocalisé. Alors on est à la fois détecté parce qu'il y a plein de petits cookies un petit peu partout qui viennent tracer nos parcours. Et puis c'est vrai que nos téléphones nous localisent, ils savent si on est à l'aéroport, au supermarché ou ce qu'on fait. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'assurance contextuelle, qui est encore une étape supplémentaire par rapport à l'assurance paramétrique. Concrètement, c'est quoi et comment ça répond aux nouveaux besoins des clients dont on a parlé avant? Bon, ton micro est coupé, Cédric. Pardon, merci. Alors concrètement, c'est quoi la définition qu'on fait, nous, de l'assurance contextuelle? C'est une couverture ultra personnalisée par l'utilisation intelligente des données pour proposer le bon produit au bon moment et au bon prix. Mix marketing, on n'a rien réinventé, mais on l'applique et on l'applique de façon automatisée en temps réel. Finalement, si on veut contextualiser, je vais prendre l'exemple du voyage. Il y a en effet un cas de figure qui est extrêmement parlant. C'est j'achète un vol, j'achète une assurance qui va avec, et je vais être de plus en plus sensible d'ailleurs pour acheter une assurance qui va avec mon vol. Je vais avoir moi l'information que cette police vole sur cet assuré qui a cette police vole sur le vol AF 1, 2, 3, 4. À partir de là, le vol, je vais pouvoir le suivre en temps réel, détecter un éventuel retard ou une annulation de ce vol et aller proactivement vers le client. Ce que je peux faire en plus pour contextualiser l'indemnisation, c'est de regarder si le client est dans un aéroport qui dispose d'un lounge et lui envoyer, plutôt que de lui envoyer une indemnisation en cash pour qu'il aille s'acheter un sandwich et une boisson, c'est de lui envoyer un QR code en temps réel pour qu'il puisse accéder au lounge de l'aéroport et patienter dans de bonnes conditions. Donc là, on contextualise par rapport à un lieu de localisation, par rapport à une information qu'on a eue et qu'on a pu traiter, et on lui délivre un service qui peut présenter plus d'intérêt que finalement une indemnisation en cash. Dans le travel, on utilise également en effet la géolocalisation, tu le disais, pour proposer, au travers de distributeurs toujours, des assurances complémentaires avant le départ. J'ai fait mon bagage, je suis sur le point de mettre mon bagage sur le tapis roulant. Est-ce que j'ai assuré mon bagage? Je sais que le client est à l'aéroport, je peux lui proposer proactivement d'assurer son bagage en prenant une photo pour qu'on puisse... après, si le bagage est endommagé, avec une autre photo du dommage, indemniser automatiquement le client. Donc voilà, la géolocalisation, en effet, elle est importante. Elle permet de contextualiser, apporter du service, proposer de l'assurance dans le contexte, en temps réel, en fonction de ce que le client est en train de faire. Et en termes technologiques, Franck, ça aurait été possible il y a 10 ans. C'est quoi les enablers de ce nouveau type d'assurance? Alors, pour la mise en œuvre en fait de l'assurance contextuelle, on constate que les acteurs qui se positionnent sur ce créneau-là, en fait, on constate chez eux en fait une véritable révolution en fait technologique. Alors, donc c'est valable en fait pour les nouveaux en fait les startups ou les courtiers en fait en ligne qui se positionnent sur ces sujets-là, mais c'est valable aussi pour les plus grands acteurs qui sont en Asie, comme Zhong'an, Ping An, et puis
ce sujet quand même de l'assurance contextuelle, initialement, ils viennent là-bas. Donc, c'est des acteurs en fait qui sont issus plutôt en fait des réseaux sociaux ou des services de chat avec des infrastructures en fait qui sont totalement modernes. Et donc, ça se traduit en fait comment? Ça se traduit en fait à 3 niveaux. La première chose, c'est, on a parlé effectivement tout à l'heure, c'est la capacité à mettre à disposition en fait des distributeurs des composants technologiques en fait à base d'API qui sont directement intégrables en fait dans les parcours clients sans besoin en fait de projets complexes. La deuxième dimension, c'est la partie en fait capacité à délivrer des produits, des nouveaux produits et services toutes les jours, enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines, donc de façon récurrente. Et grâce à quoi? Grâce au recours au cloud public, mais également aux stratégies, aux tactiques en fait de développement agile. D'accord? Donc tout ça, c'est des technologies en fait, des pratiques qui sont, je dirais, nativement présentes en fait chez ces acteurs-là. Et la dernière dimension, qu'on va peut-être pas développer complètement, ça nous prendrait effectivement trop de temps, mais elle est extrêmement importante, c'est la data. C'est la capacité en fait à exploiter la data, de la bonne manière en fait au bon moment pour proposer justement le bon produit. Et c'est valable en fait pour la souscription, mais c'est valable également pour la partie indemnisation. Et on en parlait également tout à l'heure avec Violaine. Donc après, si on regarde ça, on dit ben le monde est parfait, etc. Tout se passe exactement en fait comme dans un rêve. La réalité est un peu plus complexe. Puisque ce qui se passe, c'est que souvent derrière, on a un réassureur en fait ou un assureur, et du coup, il y a une connexion également avec les systèmes d'information de ces assureurs-là à réaliser. Et même si les systèmes d'information là, ces systèmes d'information ont beaucoup progressé, il y a encore en fait des enjeux en fait de temps réel en fait, de connectivité. Et c'est là que les courtiers en fait en ligne interviennent en apportant en fait des composants technologiques de type, par exemple, chatbot, qui permettent d'apporter une réponse immédiate en fait au client et de proposer cette expérience qui est nécessaire. Voilà pour la satisfaction en fait client. Donc en fait c'est des solutions de contournement. Donc il n'y a pas besoin en fait d'avoir quand on est assureur d'avoir un système d'information totalement ouvert, totalement apaisé pour commencer à travailler sur ces produits en fait d'assurance contextuelle puisqu'il y a des solutions de contournement qui existent. Merci Franck. Et du coup, ça veut dire que des acteurs comme Moonshot Internet travaillent aussi avec des acteurs plus traditionnels du marché. C'est quoi le bénéfice pour vos partenaires, Cédric, de travailler avec vous? Oui, c'est vrai que l'API a quand même largement facilité la distribution. Enfin, ça permet, quand on a un legacy un peu lourd, de pouvoir rapidement mettre en place un nouveau produit d'assurance. Les acteurs traditionnels, je dirais que soit ils s'inscrivent dans une démarche vraiment de simplification de leur IT et de mise en place d'API, et là on les accompagne potentiellement dès le début. Certains d'entre eux qui ont la volonté de le faire au départ vont finalement choisir de partir dans un mode un peu dégradé avec de l'échange de fichiers de façon plus traditionnelle pour y aller ensuite. Donc je dirais que le rôle d'une AssureTech aujourd'hui, c'est de proposer des solutions pour aller plus vite. Le time to market est extrêmement important. On a cette capacité de pouvoir proposer un produit en 90 jours. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même un minimum de volonté de la part de l'acteur, du distributeur, d'utiliser des API. Et ce qu'on voit, c'est que ça vient quand même assez rapidement, voilà, avec quelquefois un démarrage de l'activité par fichier, et puis après on décide d'apaiser parce qu'il n'y avait pas forcément la bande passante. Il y a toujours cette question de charge de l'IT et de bande passante pour qu'on puisse démarrer directement avec les bonnes technologies. Et de votre côté, Violaine, sur une partie plus B2B, comment ça se passe une coopération entre Descartes Underwriting et un assureur et le client final?
Alors, nous, on est un MGA en B2B. Je pense que la grande différence par rapport à ce que mes collègues ont dit, c'est que comme on est sur les grands risques, c'est pas tellement pertinent par rapport à notre business model d'apaiser le truc et d'avoir une plateforme où on clique et on souscrit. Pour le coup, ça, c'est pas du tout quelque chose que les corporates recherchent. Ils sont très attachés au travail qu'ils font avec les courtiers d'assurance. Et nous, on travaille exclusivement avec les courtiers d'assurance. Donc, notre lien avec le client, il se fait avec les courtiers et on est très content de travailler comme ça. Donc, je dirais sur la partie communication, échanges commerciaux avec les clients, c'est pas là qu'il y a vraiment un besoin des corporates de se digitaliser. Le parcours marche très bien avec les courtiers. Par contre, l'usage accru des données, il a complètement transformé la façon dont on travaille avec nos porteurs de risques. Donc, on est un MGA, donc c'est Managing General Agent. Ça veut dire qu'on souscrit des produits pour le compte d'un panel d'assureurs, de réassureurs, de fonds ILS qui aujourd'hui ont une vision beaucoup plus technique et modèle du risque. Donc, nous, on travaille avec eux sur la base de nos modèles. On partage nos modèles avec eux, notre vision vraiment statistique du risque. Donc, c'est en ce sens que ça a changé la relation. Donc, je dirais plus en termes de distribution, hein, ça a plus changé notre relation avec les porteurs de risque qu'avec les clients avec qui on travaille, nous, via les courtiers. Nous n'apaisons pas pour l'instant la relation client sur les grands risques. Et on est très attachés au travail avec les courtiers. Super, merci Violaine. On va peut-être, je vois l'heure qui tourne, on va peut-être essayer de prendre quelques questions. Peter, si tu veux prendre quelques questions. Ok, j'ai l'impression que ce coup-ci, on a perdu Peter. Peut-être. Je suis là, désolé, c'était les paramètres Pardon. de mon ordi qui ne fonctionnaient pas. On t'entend, c'est tout bon. On m'entend, c'est super. Du coup, je vais essayer de poser des questions en direct parce que normalement, ça s'affiche. Bonjour à toutes et à tous. Pouvez-vous donner des exemples concrets de digitalisation dans le secteur des assurances? C'était Thierry Rolfo qui a posé cette question en premier. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaiterait discuter un peu de ces use cases? Je pense qu'on a commencé. On a fait un peu le tour déjà, mais ouais. Est-ce qu'il y a des choses complémentaires à dire en plus, éventuellement? Je peux donner un exemple B2B parce que je n'ai pas vraiment donné d'exemple produit B2B. Donc, je ne sais pas, ça te va, Peter, ou bien? Oui, vas-y, bien sûr. Vas-y. Ce qu'on voit en B2B, c'est que, alors je pense qu'à terme, quasiment l'intégralité des programmes PDBI des clients corporate pourront être digitalisés et passer sur un mode un peu paramétrique. Aujourd'hui, les données qui sont objectivables par de la data, c'est essentiellement les données qui concernent les risques climatiques. Alors, certains autres sont digitalisables, mais c'est plus au stade de R&D sur le trafic piétonnier ou autre. Donc, le gros boom des données disponibles et qui permettent d'objectiver le risque aujourd'hui, il est sur les risques climatiques, les risques naturels. Donc, ce que l'on voit beaucoup chez les clients corporate aujourd'hui, c'est que faut rappeler qu'ils sont dans un marché dur. Donc, les assureurs ont tendance à augmenter leurs prix et à réduire leurs capacités. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sortir le risque digitalisable, objectivable, donc le risque naturel de leur programme. Ils vont sortir le risque ouragan, le risque tremblement de terre, le risque inondation, pour laisser en traditionnel uniquement l'incendie ou les risques qui aujourd'hui ne sont pas facilement digitalisables, et avoir accès donc à des marchés plus spécialisés pour les risques naturels en paramétrique. Donc, ça va leur permettre, dans une logique d'optimisation, d'ingénierie de placement, d'ingénierie de programmes d'assurance, ça leur permet d'accéder aux marchés les plus spécialisés et donc les plus compétitifs pour chaque type de risque. Donc, c'est pas un problème pour un client corporate aujourd'hui d'avoir une partie de ses assurances en traditionnel et une partie de ses assurances en digital, en paramétrique.
On a par exemple un client dans le secteur on a beaucoup de clients parce que c'est un secteur qui est très touché par la crise dans le secteur de l'hôtellerie, qui a sorti tout son risque tempête et tremblement de terre pour le placer en paramétrique et donc avoir accès à des prix, à des produits qui sont plus intéressants pour lui sur le volet paramétrique, où on va l'indemniser en fonction de la vitesse de vent, tout simplement, sur son site, et où en une semaine, il va recevoir l'indemnité correspondant au seuil qu'on a défini dans la police. Dans la police, on va simplement définir, OK, si c'est cette mesure satellite-là auquel le client a accès en direct, elle vous donne des vitesses de vent supérieures à tel seuil, l'indemnité, ça va être tant. Donc, c'est ce type de produit qu'on met en place aujourd'hui pour les corporates et ça s'intègre dans une stratégie de placement de leur programme PDBI qui est mise en place là par les courtiers dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, Violaine. Tu avais déjà répondu à la question d'Antoine. Après, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Cédric ou Franck, éventuellement, par rapport à la favorisation de la fraude, si on simplifie beaucoup les produits d'assurance en ligne. Est-ce que, Cédric, tu souhaiterais rajouter quelque chose par rapport Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'on accélère les parcours au détriment de la connaissance client et du risque qui va avec. Moi, je pense que c'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'on va accélérer le parcours client qu'on va avoir moins d'informations. Information qui peut par ailleurs être connue, vérifiable. Donc ça, c'est plutôt en back-office qu'on va pouvoir gérer ça pour à la fin avoir une connaissance aussi fine du client et du risque qu'on prend. Mais encore une fois, sans que ce soit forcément visible du client. Alors avec des consentements qui ont été donnés, évidemment, l'idée c'est d'utiliser des données qui sont accessibles et qu'on a le droit d'utiliser, mais voilà, la facilitation dans le parcours client reste quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois, devenu un standard et il faut l'accélérer. Et là-dessus, je dirais que les enjeux financiers sont, je dirais, pas très importants puisqu'on est quand même sur des produits quelque part de poche sur en fait de l'assurance voyage, ce type de produit-là, ou de l'assurance chat et chien, donc avec des primes qui sont pas très très importantes. Et par ailleurs, en fait, les technologies en termes de lutte contre la fraude ont beaucoup progressé ces dernières années, avec une capacité à analyser des images, notamment des images de téléphone cassées, pour voir effectivement si l'image a déjà été utilisée en fait par ailleurs ou si elle a été retravaillée. Et du coup, également, en fait, des capacités technologiques pour faire de la détection de fraude en temps réel, pour ne pas justement pénaliser le délai de réponse en fait aux clients. Merci Franck et Cédric. Il nous reste 10 minutes, encore une dizaine de minutes pour répondre aux autres questions. Encore une question d'Antoine. Merci Antoine, je te remercie, je te dis un grand bonjour aussi. Une réglementation open insurance est-elle souhaitable ou éventuellement nécessaire, comme dans le domaine bancaire des néobanques, etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Yael, tu peux répondre aussi si tu le souhaites, hein, parce que je pense que tu es assez pertinente pour ce sujet aussi. En tout cas, c'est une bonne question. Je vais peut-être lancer. Oui, tu peux lancer le débat, vas-y. Le monde bancaire y est, en effet. C'est la réglementation, c'est la directive sur les services de paiement qui oblige aujourd'hui les banques à partager des données clients qui étaient un asset qui était super fort et qui n'avait pas encore été touché. Et ça au bénéfice des nouveaux entrants et donc des fintechs. Est-ce qu'on y est favorable dans le monde de l'assurance quand on est une assurtech? Probablement que oui. Avoir accès aux données des assureurs serait un atout important, encore une fois, au bénéfice du client pour concevoir des produits au plus juste, au plus près des besoins, au juste prix. Et je pense qu'on a tout à y gagner. Alors évidemment, il faut que ça soit encadré. On peut pas partager de la donnée comme ça. On peut pas laisser tout le monde y accéder. Il faut des agréments. On est un secteur régulé malgré tout, hein, même si qu'on soit courtier ou assureur, on est régulé. Donc
évidemment que la CPR et les autres autorités dans les autres pays feront le nécessaire si jamais ça devait se passer. Moi, j'y suis en tout cas personnellement très favorable. Je pense que ça va aider le monde de la SurTech et que ça peut même engager de nouvelles collaborations avec les assureurs. C'est un bon point, Cédric, parce que c'est ce qu'on voit en fait au niveau de la banque, c'est que ça a énormément favorisé en fait les néobanques et les fintech. En revanche, je pense que du point de vue en fait des banquiers et des assureurs, en fait, s'il y avait une réglementation open insurance, je pense que ce serait un petit peu plus mitigé, parce qu'en fait, c'est une réglementation qui a coûté énormément pour la mise en conformité. Et aujourd'hui, si on regarde en fait vraiment les modèles d'open banking où finalement les banques bénéficient de relais de croissance grâce à l'intégration de services tiers dans leur chaîne de valeur, c'est pas encore des modèles qui sont très très développés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la réglementation leur a obligé de partager un socle minimum de données. Et en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils ont traité la contrainte en priorité sans forcément tous voir l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est de monétiser les autres données. Parce que finalement, une fois qu'on a partagé gratuitement des données, notamment des données sur l'accès à un compte bancaire, sur la visualisation d'un solde d'un client, il y a d'autres informations qui sont extrêmement pertinentes. Mais la création de ces écosystèmes, moi, ma perception, c'est que la création de ces écosystèmes-là, en fait, n'est pas allée suffisamment loin pour réaliser cette monétisation des données. Oui, il y a besoin de faire l'extra mile, en effet, sûrement, de la part des banques, mais c'est là où est la valeur pour eux. Enfin, on est d'accord. Utiliser intelligemment de la donnée, voilà, ça a beaucoup de valeur. Et ça se transpose très bien dans le monde de l'assurance. Donc, Antoine, merci encore. En effet, la question est pertinente. Elle était très pertinente. Merci beaucoup, Antoine. On va accélérer un peu la cadence. Je suis désolé. Une question de Naïma Selouane que je salue parce que je la connais aussi. Sur le parcours client sur mesure, comment intégrer la réglementation et obligations métiers? Je pense qu'on y a répondu un peu, mais si vous souhaitez y rajouter quelques compléments, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un souhaite Je pense que la question est plus par rapport en fait à la réglementation sur la distribution des produits d'assurance, c'est ça? Yes. Ouais, protection de la clientèle, etc. Connaissant Naïma, oui, clairement, oui. D'accord, très bien. Cédric, je ne sais pas si c'est des dimensions que vous abordez là avec vos clients, ces dimensions réglementaires. Oui, après j'essaie de transposer ça sur les obligations métiers. Je ne sais pas de quel côté on le positionne, mais de toute façon, de façon générale, un distributeur, il sera extrêmement attaché. Nous travaillons principalement avec des gros distributeurs. Il sera attaché au côté réglementaire de tout ce qu'on va proposer. Comment est-ce qu'on l'intègre, je dirais, avec des montages juridiques qui protègent les uns les autres, et en effet, soit le distributeur et souscripteur. Vas-y, Franck, peut-être. Non, mais justement, en fait, l'obligation, elle est plutôt du niveau du distributeur. Parce que le distributeur, en fait, doit bénéficier d'un agrément en tant que distributeur de produits d'assurance, et la contrainte pèse sur leurs épaules plutôt effectivement que sur les vôtres. Oui, c'est parfois le cas, pas tout le temps. On a des contrats qui permettent aux distributeurs d'être moins contraints, pas nécessairement enregistrés à l'ORIAS. Voilà, encore une fois, sans rentrer dans le détail, il y a des montages juridiques qui permettent aux distributeurs de facilement commencer à proposer des produits d'assurance sans rentrer dans des contraintes très lourdes juridiques. Merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas si, Yael, tu souhaiterais intervenir éventuellement, ou Violaine, en une minute. En une minute, non? Très rapidement, cette question de bonne information du client, elle est intéressante parce que dans l'assurance traditionnelle versus l'assurance paramétrique, en assurance traditionnelle, on part plus facilement du principe que le produit est simple et que voilà, c'est un produit classique et que le client l'a compris. Ce qui, à mon sens, est très faux, parce que si vous prenez la plupart des restaurateurs de France qui pensaient être couverts en PE sans dommage suite au Covid-19 et qui en fait l'étaient pas parce que leur contrat n'était pas clair, était formulé avec des termes extrêmement juridiques, c'était pas le cas. Donc il y a un gros risque de base dans l'interprétation du wording très juridique
des contrats de risques commerciaux et c'est assez complexe. Alors que en paramétrique, en fait, on est plus contraint qu'en traditionnel dans l'information des clients, parce qu'il y a des seuils de taille de risque, grand risque ou petit risque. Quand les risques sont plus petits, on va leur faire une fiche qui détaille comment marche l'indice, qui explique bien que c'est un principe paramétrique, contrairement à un principe purement indemnitaire, et que par conséquent, il peut y avoir un risque de base, c'est-à-dire qu'ils peuvent subir un dégât et que leur trigger en vitesse de vent ou en hauteur d'eau ne se soit pas activé. Alors qu'en fait, ces polices, elles sont transparente. Le client ne risque pas de ne pas la comprendre parce que c'est vraiment A égale B. S'il y a 1 mètre d'eau, vous touchez 500 000 euros et puis voilà, fin de l'histoire. Donc, je trouve qu'avec la digitalisation, on a mis un focus, avec ces nouveaux types de produits, on a mis un focus sur l'information des clients qui est très positif, mais qui donne un petit peu la fausse impression qu'il y a plus de risques de mauvaise information avec ces produits-là qu'avec les produits traditionnels. Alors qu'en fait, ce risque de mésinformation du client, il est énorme avec les produits traditionnels. On se dit, ah, ça existe depuis 50 ans, c'est bon, tout le monde a compris. Pas du tout. Et on l'a bien vu avec la crise du Covid que pas du tout. Donc, avec les produits de nouvelle génération, je dirais, un, ils sont plus simples. Et deux, du fait qu'ils sont nouveaux, on a mis un nouveau coup de projecteur sur l'information du client et la transparence. Ce qui fait que pour moi, le consommateur est doublement mieux protégé avec les produits nouvelle génération qu'avec les anciens. Merci beaucoup, Violaine. J'ai vu que tu avais répondu à la question de Jean Meyer, que je salue aussi, décidément. En tout cas, je pense que je ne sais pas si vous souhaitez rajouter des choses par rapport au grand risque, enfin plus d'asymétrie d'information ou d'asymétrie massivement en faveur de l'assureur. Ça veut dire que, en gros, les assurés sont grosso modo des fraudeurs et en fait que les assureurs sont sauvés par la donnée. Est-ce que vous souhaitez un peu débattre sur ce sujet? J'ai vu que Violaine a déjà répondu. L'aspect vertueux du paramétrique là-dessus, qui enlève justement l'aspect un peu arbitraire, les positionnements un peu arbitraires que pouvaient avoir les assureurs face à l'information qui leur était rendue disponible, et qu'au contraire, on est dans quelque chose de beaucoup plus vertueux et beaucoup plus objectif qu'avant, et qui apporte en plus des informations. Enfin, on partage complètement la donnée avec le client en temps réel, ce qui fait que non seulement il n'y a plus d'asymétrie d'information, il n'y a plus d'arbitraire, il n'y a plus de fraude, mais qu'en plus, c'est des données que l'assuré peut utiliser pour sa prévention. Donc pour moi, on est vraiment gagnant sur tous les tableaux. Je suis complètement d'accord, Violaine. Je rajouterais que finalement, quand on laisse la donnée exécuter un contrat ou la machine décider d'une indemnisation, il n'y a pas d'interprétation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a un assureur ou un courtier gestionnaire de sinistre avec un plateau d'appel qui va essayer de comprendre le contexte dans lequel un événement est intervenu, ça peut laisser par interprétation et finalement une décision qui ne soit pas favorable pour un assuré. Si le contrat est super clair au départ et qu'on dit, je reprends l'exemple de l'écran cassé, si ton écran est cassé, tu as droit à une indemnisation, on ne va pas demander à la machine de comprendre le contexte dans lequel l'écran s'est cassé. L'écran est cassé, c'est tout, et l'indemnisation tombe. Donc, finalement, en traitant ça de façon très binaire, parce que la machine l'est, il n'y a plus cette part d'interprétation, de compréhension d'une circonstance lors d'un événement. C'est blanc ou c'est noir et c'est très clair dans le contrat. Franck, tu souhaiterais rajouter quelque chose peut-être en 30 secondes parce qu'il reste une question. Et non, mais je peux peut-être faire le lien avec la réglementation et la protection du consommateur. On est sur l'idée, en fait, c'est d'avoir des produits extrêmement simples, extrêmement en fait transparents. Donc, à partir du moment où la promesse est très simple, il n'y a pas besoin en fait d'avoir 10 pages pour pouvoir expliquer. Et du coup, en fait, dans la partie souscription, on va avoir très peu en fait d'éléments sur l'information prétextuelle parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. En revanche, ça se jouera plus, la conformité se jouera plus sur la partie en fait back office où là on va donner en fait tous les éléments réglementaires qui peuvent parfois en fait être je dirais un petit peu trop un peu lourds. Mais l'idée c'est surtout de ne pas ralentir effectivement le parcours de souscription. Merci beaucoup pour vos réponses. Le panel vous remercie. Il reste une dernière question
Pouvez-vous parler un peu plus sur la digitalisation des assurances décès et santé, si vous avez des exemples? Du coup, moi, je vais intervenir aussi dans le sens où donc Hector, je pense que Munich Re est membre du pôle et nous, on labellise des produits innovants, donc on identifie des produits assez quali, clairement, dans le sens où, par exemple, je peux te donner un exemple qu'on a labellisé en 2018 qui s'appelle CAP, QAPE. Il a créé une complémentaire santé qui s'appelle Covers. C'est vraiment une complémentaire santé un peu éthique et engagée qui répond aux besoins de chacun, que ce soit des étudiants, des actifs, de retraités. Enfin voilà, il répond vraiment aux besoins de chacun avec un tarif assez préférentiel sur chaque type de profil. Ça, c'est plutôt de l'assurance santé. En termes d'assurance décès, moi, c'est plutôt du testamento, plutôt du LIDIX, plutôt du social happy end où vraiment on va accompagner un peu ses proches dans l'assurance décès. Enfin voilà, moi j'ai répondu côté finance innovation. Je ne sais pas si le panel, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, tu as donné de bons exemples. Il y a aussi beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. On a même une licorne en France dans la santé avec Alan. Ça s'appelle Alan, exactement, oui. Voilà. Ça bouge aussi beaucoup sur la santé et la vie, absolument. En tout cas, j'invite tout le monde à regarder, voilà, enfin, j'invite tout le panel, tous les participants à regarder le site web du pôle Finance Innovation où vous avez toutes les références des labellisés. Donc, il y a Moonshot Insurance déjà qui est labellisé par le pôle, ainsi que Descartes Underwriting qui sont labellisés par le pôle. Donc, voilà, je vais conclure, enfin, on va conclure tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, chacun d'entre vous, éventuellement, avant qu'on ferme la séance. Non, vous remerciez également KPMG Financino et puis remercier les autres participants. Ça donne beaucoup d'optimisme pour la suite. Il y a encore beaucoup de choses à faire et de champs à explorer. Merci Cédric. Merci à tous d'avoir mis en lumière ces nouvelles initiatives qui sont en train vraiment de changer complètement le visage de l'assurance dans le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Et je remercie Moonshot Insurance. Cédric, je te remercie. Descartes Underwriting, je te remercie aussi. Violaine. Franck avec Athos, je te remercie infiniment. Yael, merci beaucoup aussi. N'hésitez pas à retrouver ce webinaire sur notre YouTube. Il sera diffusé juste après notre direct. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver pour plus d'aventures. Et je vous retrouverai sans doute un peu plus tard, la semaine prochaine peut-être, pour de nouvelles aventures avec des collaborations sur l'Open Insurance, notamment avec Descartes et Generali, mais avec d'autres collabs. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée et un bon courage pour la suite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.